Oui, plutôt reprendre la métaphore de l'oiseau, qui m'a bien plu. Je vais essayer de vous montrer qu'on a enlevé quelques plumes à l'oiseau depuis quelque temps. Et la question qui se pose, c'est à quoi servent les plumes? Ou à qui servent les plumes? C'est-à-dire qu'il y en a qui se constituent des boas, très parisiens là encore, peut-être avec les plumes qu'il reste à la formation. Voilà. Sachant que s'il s'agit de plumes pour faire un boa, c'est une autruche, et de toute façon elle ne volait pas. Mais bon, au moins depuis quelques centaines d'années. Mon propos va être un propos qui va s'appuyer plutôt sur des dimensions historiques et juridique, donc faire un petit retour sur l'histoire, essayer de vous montrer que durant les 40 dernières années, même si certains considèrent qu'il y a eu des évolutions positives aux successions de lois que nous avons connues, pour ma part, je considère qu'on n'est pas dans le progrès par rapport à la formation des adultes, mais qu'on est plutôt dans quelque chose que j'appelle, après Élisée Reclus, un régret. C'est-à-dire qu'il y a régression. C'est-à-dire que toutes les sociétés ne progressent pas nécessairement de manière mécanique, telle que certaines philosophies sociales nous l'ont laissé penser, au moins un certain, depuis le 19e siècle. Et je pense qu'on est dans le regret et non pas dans le progrès. Deuxième élément, pour vous montrer mon optimisme absolument farouche, je pense qu'on est... Et là, je reprends un titre d'Hubert Bouchet. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Hubert Bouchet. Hubert Bouchet était responsable d'une organisation de cadres syndicale. Il est aujourd'hui au Conseil économique et social. Et il y a déjà quelques années, il avait fait une petite chronique dans Le Monde. Il parlait de la deuxième mort de Condorcet. Eh bien, je crois que Condorcet, s'il n'est pas mort, est en mauvaise posture. Et que son empoisonnement ne va pas tarder. Puis il a eu la chance de ne pas le guillotiner, il s'est fait ça tout seul. Voilà. Donc pour revenir à ces questions-là, un regret de mon point de vue tout à fait important, ce qui m'amènera peut-être pas à conclure, mais à dire dès maintenant qu'il faudrait sans doute, et là je renvoie à quelqu'un d'autre, réenchanter l'éducation des adultes. Et réenchanter l'éducation des adultes, c'est reposer fondamentalement les questions de à quoi doit-elle servir, à qui sert-elle, et qu'est-ce qui aujourd'hui la dévoie, parce que je pense que pour une part elle a été dévoyée, au moins du point de vue de ses objectifs, si on se reporte à Condorcet que j'évoquais à l'instant. Donc j'ai appelé ça, vous allez voir c'est joli aussi, petite chronologie d'une défaite annoncée, ça vous rappellera là encore un grand titre. 1959, on a une grande loi qui est la loi dite Debré sur la promotion sociale. Donc là, on a l'idée de promouvoir les individus de manière à ce que les organisations, voire la société tout entière, puissent être débrutalisées, plus humanisées, voire plus efficaces d'un point de vue économique. Si j'ai le temps, je vous raconterai 2-3 anecdotes jusqu'où l'économie a pris le pas sur nos métiers, mais c'est tout à l'heure peut-être. Et donc, on est en 59. 59, c'est Debré, mais Debré, c'est quelqu'un qui s'inspire très largement du christianisme social, dans le cadre du compromis historique qui a été passé par le CNR, donc le Conseil national de la résistance, et cette loi dite Debré est une tentative d'associer le capital et le travail. En gros, on donne à peu près autant au capital qu'au travail, sachant quand même que dans les débats au Parlement, un député dit que non seulement il faut promouvoir les gens, et que promouvoir les gens, c'est une façon de désamorcer la lutte de classe. On est en 59, les organisations sociales et le rapport de force n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Bon, mais au-delà de cette dimension lutte de classe, tenue par un parlementaire, c'est néanmoins une vraie réussite, parce que cette loi sur la promotion sociale va non seulement pacifier le climat, permettre, et ça c'est une grande réussite je pense de cette 5e République, l'installation d'une classe dite moyenne. Et cette classe dite moyenne a très largement participé à la fois de la pacification, mais aussi du retrait de lutte sociale un tout petit peu radicale, puisqu'elle avait soi-disant, non pas que ses chaînes à perdre, mais peut-être d'autres choses. Donc une loi tout à fait intéressante, et beaucoup de gens en ont profité et ont passé des stades sociaux relativement importants pour eux, et je pense que cette institution a été très largement impliquée dans la dimension promotion sociale. Encore, il faut interroger pourquoi on a voulu nous promouvoir à un moment ou à un autre. Je passe à une autre grande époque, 1968, et là c'est peut-être un peu pour désamorcer le mythe de mai 68 crée la formation des adultes et la loi, puisque vous savez probablement que dès 66, il y a une loi relativement importante qui préfigure très largement une loi de 68, de janvier, qui elle-même préfigure très largement la loi de 71 suite à l'accord national interprofessionnel de 70. Voilà. Et donc, le constat de Grenelle, puisqu'il s'agit d'un constat et pas d'un accord, je suis absolument ferme là-dessus,
et aussi, d'une certaine manière, le résultat d'un compromis. On est toujours dans cette idée que, à la fois la formation peut permettre des évolutions structurelles d'un point de vue économique. Le CNPF de l'époque a besoin d'une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée compte tenu que l'appareil de production s'est très largement complexifié. Et donc, le patronat est, à sa manière, prêt à mettre en place un dispositif de formation relativement intéressant. Du côté du syndicalisme, celui-là avait d'autres valeurs qu'aujourd'hui en 68, et l'idée, de mon point de vue, qui restait aussi bien du côté du courant chrétien social avec CFDT, CFTC, sachant que la CFDT était en pleine mutation, la CFDT date de 64, mais il y avait encore du côté de la CGT, une organisation puissante à l'époque, une tradition syndicaliste, voire anarcho-syndicaliste, qui disait et qui s'appuyait sur le fait que plus les producteurs seront éduqués, plus ils seront en capacité de comprendre, et là je reprends une phrase de Ferdinand Pelletier, la science de leur malheur, et comme ils comprendront la science de leur malheur, ils comprendront les origines de la domination, et comprenant les origines de la domination, ils pourront peut-être éventuellement trouver des solutions, ou au moins négocier des choses acceptables. Donc on arrive à un compromis, tout le monde est pour la formation, les uns pour augmenter les capacités des organisations de travail, les autres pour rentrer dans cette logique, éducation égale progrès, voire émancipation. Et donc, d'une certaine manière, tout le monde s'y retrouve. Voilà. Avec premier regret dans cette affaire-là, on met en place une taxe parafiscale que vous connaissez, à hauteur de 0,8% de la masse salariale, et ce qui est projeté pour 76, c'est 2%. De la masse salariale en 76. Nous sommes à 1,6. C'est-à-dire qu'une espèce de pensée mécanique en disant la formation va devenir peut-être un investissement, mais j'en suis pas certain, mais enfin quelque chose de très important, eh bien très rapidement les masses financières mobilisées ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été envisagé. Effet pervers aussi de cette loi de 71, c'est la réduction d'un certain nombre d'initiatives en matière d'éducation populaire. On voit régresser à partir de 71, les cours du soir dans les mairies. On voit régresser à partir de 71 un certain nombre d'initiatives associatives de type, peut-être pas université populaire parce qu'elles n'étaient pas renées à ce moment-là, mais toutes des initiatives de ce type-là qui disparaissent. Et c'est vrai que c'est plus confortable pour le salarié de se dire, plutôt qu'aller me former en cours du soir au CNAM ou dans le cours municipal, je vais pouvoir me former maintenant sur mon temps de travail et ma rémunération sera maintenue. Donc ça c'est un acquis tout à fait essentiel, mais l'acquis essentiel pour les uns a détricoté pour d'autres, éventuellement, tous des dispositifs de promotion sociale, formels ou informels, qui étaient en place dans nos régions. Donc à la fois une avancée et à la fois un recul du point de vue de l'éducation populaire, pour le moins. Avec une idée tout à fait généreuse dans cette loi de 71, qui a été un échec tout à fait flagrant, on parlait de loi visant à une deuxième chance pour ceux qui n'avaient pas eu la première, et on s'aperçoit 50 ans après maintenant, pas loin, que c'est ceux qui avaient eu la première qui ont aussi très largement bénéficié de la deuxième, même s'il y a eu des tentatives de remettre un peu d'ordre dans cette affaire-là. Donc, nous sommes dans le temps du consensus. À partir des années 70-75, vous avez quelque chose qui s'appelle la crise économique. C'est sans doute pas une crise économique au sens où il n'y a jamais eu autant d'argent, mais la façon de le répartir est sans doute extrêmement différente. Eh bien, on va briser ce lien symbolique entre à la fois de la culture pour progresser socialement et à la fois de la culture pour que les organisations de travail progressent du point de vue technique. Et à partir des années 80, la formation va être, de mon point de vue, instrumentalisée. Instrumentalisée, lutte contre le chômage, modernisation de l'appareil de production et particulièrement adaptation aux nouvelles technologies, c'est-à-dire que la dimension éducation permanente qui était comprise dans l'article 1 de la loi de 71, de facto, est déjà peut-être pas rayée de la carte, mais très secondaire par rapport à ce que la loi de 71 nous disait, puisqu'elle nous disait, cette loi de 71, que la formation professionnelle continue relève de l'éducation permanente. Et l'éducation permanente qui avait une autre visée que la visée strictement adaptatrice que nous connaissons aujourd'hui. Donc années 80, c'est le début de l'instrumentalisation. Et là encore, pour moi, c'est un regret. Au début, on équipait éventuellement le citoyen de compétences ou de qualifications et de capacités citoyennes. À partir des années 80, la capacité citoyenne d'action est passée par pertes et profits.
Retournement aussi dans les années 80. 59, on parlait de promotion sociale. Dans les années 80, la formation ne devient pas un gage de promotion, qui n'a jamais été automatique non plus, vous le savez, mais au moins maintien dans l'emploi. C'est-à-dire que c'est plus un outil pour avancer, c'est un outil pour se maintenir, voire pour résister. Donc là encore, la formation a changé de nature d'une certaine manière, et on ne s'y engage pas pour les mêmes raisons. On ne s'y engage pas pour se promouvoir, on s'y engage pour ne pas échouer dans une association nationale pour l'emploi que vous connaissez et qui a changé de nom il y a quelque temps. Donc on change de paradigme, dirait un certain nombre de mes confrères savants. Oui, il y en a comme ça, ils parlent comme ça. Moi aussi des fois, rassurez-vous. 1984, on refond la loi de 71, c'est la loi dite Rigou. On aurait pu penser à des avancées significatives comme quelque chose qui était réclamé par un certain nombre d'organisations syndicales, un droit de veto sur le plan de formation pour le comité d'entreprise. Bien que le ministre en question soit un ministre communiste, eh bien, cette chose ne s'est pas faite. Peut-être que le droit de regard sur le plan de formation serait d'une autre nature, en droit de veto je ne sais pas, mais autre chose que la consultation pour le moins aurait été une avancée de mon point de vue significative. On n'a pas réussi cette avancée en 84. Par contre, avancée avec des regrets qui vont nous arriver ultérieurement, c'est la possibilité, depuis l'accord national interprofessionnel de 82, ça arrive en 84, financement du CIF, congé individuel de formation. Alors ça c'est tout à fait exceptionnel, surtout que ça n'a pas été très largement divulgué en Europe, si ce n'est qu'assez rapidement, quelque chose qui se veut un congé individuel de formation devient un congé individuel de formation sous contrôle. C'est-à-dire que l'individu n'est pas adulte, vous êtes tous des adolescents attardés, vous m'excuserez, et il faut qu'il y ait un contrôle social sur votre droit au congé individuel de formation. Et les conseils d'administration des OPCA se sont octroyés le droit de dire ce qui est bon pour vous, et il s'avère qu'aujourd'hui, votre congé individuel de formation n'est possible qu'à condition que vous vouliez une certification, une qualification ou une augmentation de compétences. Et si vous voulez faire autre chose de ce congé individuel de formation, eh bien en gros, vous repasserez l'année suivante et il y a 2 ou 3% de ces congés qui relèvent de vraies initiatives individuelles. Donc, regret, à la fois un droit tout à fait généreux et par ailleurs un usage social qui est régressif par rapport à ce que les individus sont capables de faire de ce droit-là. Alors, il est tout à fait évident pour moi que les OPCA avaient sans doute un rôle de conseil en disant un CIF, vous en aurez un peut-être dans votre carrière professionnelle, sur vos 40 ans d'activité. Et donc attention, ne l'utilisez pas n'importe où, n'importe quand pour faire n'importe quoi. Mais une fois la décision prise par le citoyen adulte que nous sommes, je pense que les organisations auraient pu considérer que notre choix était un vrai choix. Voilà, et donc je pense là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas très... c'est pas une avancée. On ne fait pas confiance aux citoyens, vous comprenez ? Et ça m'agace beaucoup.